Pacioli. À en juger par les quelques traités sur l'art rédigés en Italie à la fin du XVe siècle et publiés au début du suivant, le néoplatonisme florentin est apparu comme le fond doctrinal auquel devaient s'appuyer les praticiens comme Gafurio, Pomponio, Gorico ou Pacioli. Soucieux de montrer dans leur art un contenu au moins aussi élevé que dans les disciplines libérales traditionnelles. Mais avant de signaler quelques-uns de ces rapports, il semble indispensable de se demander ce que le nouvel humanisme a pu devoir au premier théoricien complet de l'art moderne, à Alberti, dans la mesure où la pensée de l'Académie prolongeait celle de l'humaniste artiste, elle avait un attrait justifié pour les théoriciens de l'art postérieur. Ficin et Alberti n'étaient ni du même milieu ni de la même génération. Léon Baptiste, grand seigneur, le plus élégant des humanistes, est un homme d'âge, un prince du savoir, au moment où le jeune helléniste commence son sacerdoce platonicien à Florence. Ficin le citera parmi ses intimes, ceux, dit-il, avec qui je m'entretiens dans un échange réciproque d'idées, de recherches. Il s'agit là des dernières années d'Alberti. Vers 1465-1470, il a déjà derrière lui son œuvre artistique, scientifique et l'ensemble de ses essais. Son autorité est confirmée par le rôle de premier interlocuteur que lui confie Landino dans ses entretiens des Camaldules, qui se réfèrent à des conversations de 1468. Adoptant l'attitude accueillante de l'Académie, Alberti y affirme la supériorité de la contemplation sans refuser la légitimité de l'action, ce qui serait renier tout son enseignement, et fait une profession de foi platonicienne qui laisse l'Académie ouverte aux argyropouliens. On aperçoit ainsi dans l'ouvrage de Landino le désir du jeune groupe d'annexer sans violence la gloire du maître. La mention du commentaire au Timée en 1483 peut répondre au même dessein. Elle était surtout justifiée par le fait que le De Reaedificatoria allait être publié par les soins de Policien avec dédicace à Laurent. C'est l'Académie qui a veillé à la diffusion de cet ouvrage fondamental. Alberti fut ainsi durablement rattaché au mouvement de Careggi. L'édition florentine de 1499 fut précédée de l'épître souvent citée de Messénie, qui présente Alberti comme l'initiatype des mystères platoniciens. On ne saurait donc disposer à la légère du problème que posent les rapports de l'architecte humaniste avec le mouvement de Careggi. Le ton de vivacité ironique imite le Lucien, de Lucien qu'Alberti emploie souvent dans ses dialogues, et la connaissance superficielle et toute littéraire qu'il étale parfois des textes de Platon invite à la prudence. Dans un dialogue des intercoénales, les ombres répondent aux philosophes qui les interrogent au bord du fleuve de la vie. Cessez, homme, de scruter plus qu'il ne convient aux mortels. Alberti entendait bien alors fixer à la spéculation une limite morale que le platonisme a éperdument franchie. Mais cette réserve, qui s'exprime volontiers sous une forme sarcastique et mordante, n'exclut pas les affirmations solides dans les domaines que l'esprit peut dominer, ceux de l'art et de la vie personnelle. S'il a formulé l'un des premiers cette vision organique et harmonieuse de l'univers, qui sera celle de son temps et qui annonce à certains égards celle de Ficin, il faut prendre garde à l'évolution d'une pensée qui a pu finalement couronner une sorte de positivisme initial qui était une exigence de méthode par des affirmations plus profondes. L'intérêt tardif pour le grec, le commerce avec Ficin et ses amis ne sont pas les symptômes dont on ne sait quelle conversation à des doctrines encore mal formulées, plutôt le signe de curiosité nouvelle, qui répondait à la dernière étape d'une réflexion libre, précise et prudente, mais dominée par la conviction que nous admirons davantage la nature en voyant sa beauté qu'en comprenant son utilité. Il y a un net élargissement de la théorie de l'art entre le petit traité génial du De Pictura de 1435 et la somme doctrinale du De Reaedificatoria commencée autour de 1450 et poursuivie bien au-delà.
L'essai sur la peinture, qui reste l'un des textes les plus lucides et les plus réussis de la Renaissance, et dont les rapports avec l'art de Masaccio et de Piero della Francesca méritent d'être scrutés tour à tour et présentés avec 1000 précautions, et le souci de se limiter à un petit cercle d'évidence fût-ce au prix de l'agrément. Ebi riguardo a un petit cercle d'évidence, ebi riguardo a fare il nostro dire chiaro molto più che ornato. Le jeune savant avance à pas compter. Comme on l'a récemment démontré, l'exposé adopte le cadre des poétiques classiques, le jeu des divisions, le rythme de l'ouvrage, obéissant au modèle antique. Poésis et le Pictura est exactement dans ces détails la transposition de l'ars poética et des rhétoriques dont il utilise les articulations. Mais Alberti pose aisément ce vêtement d'emprunt, parce que son propos, avec une netteté qui n'a pu échapper à personne, est tout entier dominé par l'interprétation géométrique de l'espace qu'il a durablement imposé à l'art et à l'esthétique de son temps comme condition de la beauté harmonique. Cette conception se justifie d'elle-même. L'essai d'Alberti ne recherche aucun fondement supérieur, et pour toute référence métaphysique, on y trouve la belle évocation de Narcisse, métamorphosé en fleur. Che dirai che tu essere dipendere all'altra cosa che simile abbracciare con arte ivi superficie del fonte. Et l'allusion discrète à Hermès Trismégiste qui estimait que insieme con la religione nacque la pittura e scultura, et ce qui est par deux fois reporté sur le plan des fables le secret des origines. Le propre du De Pictura est donc d'établir la nécessité de l'équation moderne. Science, art en dehors de toute suggestion philosophique. Cette attitude, qui convenait fort bien au génie de Léon Baptiste, s'expliquait aussi par l'absence d'une doctrine valable et constitue une critique implicite de la philosophie contemporaine. Le sens du traité a été sollicité par les interprétations successives qui obéissaient aux nouvelles inflexions de la culture, jusqu'à Vasari, 1550, Dolce, 1557, Lomazzo, 1584. Les théoriciens n'ont cessé d'enrichir et de déformer ces définitions, et peut-être tout le premier Léon Baptiste lui-même, en déplaçant 30 ans plus tard l'accent de l'art sur la beauté, de l'activité ordonnatrice sur la joie de la contemplation. Il les a inclinés vers les propositions du nouvel humanisme platonicien. On a observé une évolution significative dans ses travaux d'architecture de la façade de Sainte-Marie Nouvelle, au temple de Rimini et aux églises de Mantoue. De 1450 à 1470, Alberti a successivement adopté toutes les attitudes concevables à l'égard de l'architecture antique, de la restitution libre à la précision objective des éléments et finalement à l'utilisation originale. Le traité qu'il rédige vers le même temps témoigne d'une assez grande liberté à l'égard de son modèle antique. Le mauvais style de Vitruve, ses banalités conventionnelles sont censurées, ses formules un peu plates sont régulièrement rectifiées dans un sens plus ouvert. Ainsi, la célèbre et parfaite définition reprise de Vitruve et de la théorie phénoméniste grecque. La beauté est un certain accord, et si l'on peut dire une conspiration des parties dans le tout, où elles s'établissent selon un nombre, numerus, un ordre qualificatif, finitio, et une place, collocatio, définie comme le requiert l'harmonie, concinitas, principe absolu et premier de la nature, ne doit être séparée de ses autres aspects, une certaine harmonie rationnelle de toutes les parties, telle que toute adjonction, toute suppression, tout changement ne puisse que la compromettre. Et finalement, il existe en outre un je ne sais quoi issu de la conjonction et de la réunion de ces éléments, par lequel la face de la beauté resplendit merveilleusement. C'est ce que nous appellerons harmonie, concinitas. Il n'y a donc aucun doute pour Léon Baptiste, la beauté n'est pas le produit mécanique d'une heureuse adaptation des parties. L'accent intime qui fait l'harmonie n'est achevé que par un rayonnement, ou comme il dira encore, par une certaine grâce, leggiateria, qui est comme la part du divin. Alberti n'amplifie pas sans doute l'élément lumineux et splendide qui intérioriserait entièrement l'idéal du beau. Il en souligne toujours le fondement mathématique.
Mais là encore, il fait un emprunt remarquable, Platon, dans la théorie des proportions. Les médiétés dont il expose les propriétés utiles à l'architecture sont celles qui, selon le Timée, président à la création du monde. Elles doivent, pour Alberti, présider à la composition architecturale. La cosmologie platonicienne vient au secours de la nouvelle esthétique et l'alimente de ses ressources pythagoriciennes. C'est ainsi qu'il faut comprendre le précepte de l'imitation de la nature, dont les anciens ont dit qu'elle était le meilleur créateur de formes, optima formarum artifex. La valeur cosmologique des principes d'Alberti est encore rendue évidente par la loi des correspondances qui annonce déjà qu'Aregi, les nombres par la vertu desquels tel accord musical plaît aux oreilles des hommes sont ceux-là même qui remplissent aussi leurs yeux et leurs âmes d'un merveilleux plaisir. Elle associe les trois sens nobles dont il est question dans le convito, sans être encore comptée comme une force magique. La beauté artistique exerce une action physique immédiate et bienfaisante sur laquelle Alberti s'étend avec complaisance. Il y a une vertu de la musique chorale, un pouvoir thérapeutique des jardins et des eaux, un ravissement et une extase des couleurs et des formes propices au perfectionnement de l'âme. Il n'en faut pas conclure qu'Alberti fut sur tous ces points débiteur des doctrines néo-platoniciennes. C'est plutôt l'orientation du traité d'architecture qui s'est imposée aux philosophes de l'Académie renaissante comme l'une des principales références de leur pythagorisme. Bien avant eux, Alberti avait renouvelé le thème platonicien de l'éloge de l'œil. Rien de plus puissant, de plus rapide, de plus noble. Le premier de nos organes, le principal, leur roi, comme leur Dieu, écrit-il dans le dialogue des anneaux. Et le De Reaedificatoria énoncera encore l'œil est par la nature l'organe le plus spécialement amoureux du beau. C'est que les pouvoirs de la vue sont les pouvoirs supérieurs de l'esprit, et d'ailleurs les anciens figurent Dieu comme un œil regardant l'univers et observant tous les objets. Léon Baptiste n'avait-il pas pris précisément pour emblème l'œil ailé qu'il a dessiné sur l'exemplaire de son Philodoxe dédié à Lionel d'Este et fait graver au revers de son portrait sur une médaille célèbre. Cet œil ailé est un véritable hiéroglyphe au sens ficínien, et l'on ne peut s'étonner outre mesure que l'emblème ait été repris directement ou indirectement d'une pierre gnostique. Il serait excessif et imprudent de prétendre que la doctrine élaborée à Careggi allait être la métaphysique dont pouvait rêver Alberti. Elle a du moins retenu quelque chose de sa pensée et valorisé un certain nombre de ses thèmes. À l'intérieur de l'esthétique de la splendeur, l'idéal de la consinitas garde son intérêt. L'exaltation de l'artiste se maintient au sein d'une philosophie qui lui superpose les ambitions de la vision orphique. Par le primat accordé aux opérations de la vue, la valeur révélatrice prêtée à l'ordre mathématique, la confiance faite aux manifestations modernes de la beauté, l'enseignement de l'Académie tient compte des acquisitions du Quattrocento, déjà énoncées par Alberti. Ces thèmes que vers 1480 ou 1490 les ateliers à la page ne pouvaient plus ignorer, seront transmis à la génération suivante dans le vêtement avantageux de la métaphysique de l'âme, de l'hermétisme et de la magie, du pythagorisme et du luminisme, mise à la mode par Careggi et durablement associée au problème de l'activité artistique en musique, en architecture, dans tous les arts de la figure et du décor. Les Practica Musica, publiés par Gafurius en 1496, et sont des harmonies de 1512, emportent clairement la trace par les allusions à l'hermétisme, les références à Alberti, la définition apollinienne du cosmos musical. Gafurius appartient au cercle des savants milanais qui avaient formé sous la protection de Ludovic le Mort une sorte d'académie plus ou moins rivale de celle de Florence. L'une de ses principales figures est le frère Luca Pacioli, qui sera le grand interprète de l'esthétique mathématique et chez qui l'exposé scientifique est coloré par la nouvelle métaphysique. Entre la Summa de Arithmetica, publiée en 1494, mais rédigée en partie au moins à Florence vers 1486, et le De Divina Proportione, publié en 1508,
mais rédigé à Milan en 1498-99, il y a un accroissement sensible des éléments et du jargon platonicien. Contrairement à son titre qui a si souvent fait illusion, il s'agit beaucoup plus d'une étude des propriétés des corps purs maintenant à l'ordre du joug, que d'un traité des proportions. Doué d'un talent de vulgarisateur, mais non sans quelque charlatanisme, l'élève de Piero della Francesco développait la doctrine d'ultimer à l'usage des artistes, des techniciens, des amateurs. Il assume aussi exactement dans le domaine des arts le même rôle que les auteurs de Trattati d'amore dans celui de la morale mondaine. Peu intéressé par les problèmes de la peinture, il compose une sorte de manuel de l'architecture et du décor conforme à l'idéal proclamé de beauté pythagoricienne. Avec un grand labeur et de longues veilles, je suis parvenu à trouver les formes des 5 corps et celles qui en dérivent, et à les exposer dans mon ouvrage avec leurs canons et la déduction de leur juste rapport, de telle sorte qu'en l'étudiant, vous pourrez, j'en suis sûr, trouver ce qui vous convient. Et tous les autres techniciens ou savants n'en tireront pas moins de profit, quel que soit leur art, leur spécialité, leur discipline, comme le déclare le divin philosophe Platon dans son Timée. On aperçoit le même jeu d'influence dans le petit traité de sculpture rédigé à Padoue, vers 1501, par un salernitain de 20 ans, au nom latinisé de Pomponius Goricus, tout à l'ivresse des études humanistes qui se donne avec ostentation pour un adepte de l'académie, c'est-à-dire de la Platonica Familia. Cet opuscule destiné à remplacer l'essai ancien d'Alberti, que le jeune praticien fait fin d'ignorer, fut publié à Florence en 1504. L'ouvrage se présente comme une conversation imitant Cicerionanum, illud declamandi genus, qui, chose nouvelle et digne d'intérêt, se déroule dans l'atelier même du sculpteur, avec un négociant de ses amis et un professeur de l'université de Padoue, Peripatetica, Schola Magister nec tamen ab Academia nostra dissensiens. Nicolas Léonico. L'éloge de la sculpture, qui a naturellement place parmi les arts libéraux, est conduit sur le modèle des rhétoriques classiques et insiste sur la nécessité de la culture humaniste pour l'artiste, dont le modèle est ici Donatello. L'œuvre et l'exemple du Florentin sont évoqués avec une insistance qui rappelle que le traité a été conçu à l'ombre du Guatemalate. Le nom de Platon est cité avec prédilection, mais ce qui est surtout remarquable est l'équilibre établi entre les deux notions fondamentales de la symétrie, ou principe des proportions mathématiques, et la physionomie, ou principe d'expression psychologique à laquelle est consacré sous la forme d'un libellus Naturae Morunc Inspirentiando Ratio, près du quart de l'ouvrage, avec une foule de notations précises et parfois curieuses sur les yeux, les oreilles, les bouches et les diverses parties du corps, du point de vue physiognomique. Goricus affirme qu'il entend expliciter ici une science qui le dépasse et que le vulgaire peut mépriser tant qu'il voudra. Les arcanes de la philosophie socratique et pythagoricienne en gardent pour nous le très saint dépôt. Le traité de Pacioli qui montre l'action de l'esprit de Careggi sur les artistes mathématiciens constituait une refonte du travail entrepris par Alberti dans son traité d'architecture. L'opuscule de Goricus exprimait le même besoin chez un sculpteur humaniste. Il semble manquer un traité de la peinture où apparaîtrait la même recherche, mais Léonard, qui l'avait entrepris à Milan, tenait en haleine tous les théoriciens du moment. Les rapports de la pensée de Léonard avec celle de l'Académie posent un problème qui, après avoir été indûment simplifié, semble aujourd'hui assez pressant. Il sera abordé ailleurs, bien qu'il ait manifestement cherché à s'en libérer et à revenir hardiment à la rigueur albertienne. Bien qu'il se soit vraisemblablement proposé de dissocier et de recomposer sur de nouvelles bases la synthèse platonicienne, Léonard en a gardé des préoccupations et même des obsessions caractéristiques qui confirment l'importance des spéculations ficiniennes dans le développement des théories artistiques du XVe siècle.